le thème du podcast, c'est oser. Selon toi, est-ce qu'on peut oser? Est-ce qu'il faut oser et comment? Alors, selon moi, il faut oser. On est obligé d'oser. C'est pas un luxe oser. On se donne les moyens de ses rêves. Et pour moi, il n'y a pas plus beau dans la vie que de vivre son rêve ou peut-être de voir quelqu'un d'autre qu'on aime beaucoup vivre son rêve. Oui. Mais les rêves, effectivement, mais les rêves, c'est ce qui fait que la vie a un sens et un relief. Et donc, oser, se donner les moyens. Et ce que je veux aussi dire et le message que je veux envoyer, c'est pas tout claquer, tout laisser tomber, oser, mais aussi trouver sa voie et avancer d'une manière, se donner les moyens d'oser et aller au bout des choses. C'est important, aller au bout des choses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast que nous avons lancé au sein du club Atuche au féminin, au sein de l'association Atuche France, qui s'intitule « Oser, changer de voie, suivre son chemin ». Aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir une invitée qui s'appelle Inès Henchiri, au parcours aussi brillant qu'inspirant. Ingénieure de formation, elle a tout quitté pour devenir avocate, fiscaliste. Pourquoi ? Par amour pour les chiffres, par amour pour la justice et peut-être aussi par amour pour le changement. Elle va nous expliquer son chemin, ses péripéties, ses victoires et ce que cette reconversion lui a appris. Bonjour Inès, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ? Bonjour Imen, merci pour l'invitation, merci à l'Atuche au féminin pour cette invitation qui m'honore et merci beaucoup pour cette présentation très élogieuse en introduction. Donc effectivement, je suis Inès Henchiri, je suis avocate fiscaliste aujourd'hui, mais depuis 7 ans. Et avant d'être fiscaliste, je suis ingénieure polytechnicienne. J'ai refait mes études de droit dès le départ, en travaillant en parallèle. Et aujourd'hui, je suis très contente d'exercer ce métier qu'est l'avocature. Alors moi, il faut dire que vraiment, je suis très contente de faire ce premier épisode avec toi. On a pas mal échangé ensemble et tu m'as parlé pas mal de ton parcours. Alors j'ai une petite question, une première question. Quel était le déclic pour cette reconversion et qu'est-ce qui t'a inspiré ? Alors, le déclic, effectivement, il y a eu un déclic. Mais déjà, pour moi, être avocate est un rêve et j'ai découvert aussi que c'était ma vocation. Le déclic s'est fait il y a très longtemps, un soir d'été en balade à Djerba avec ma petite sœur et qui venait d'avoir son bac. Et j'ai passé plusieurs jours à essayer de la convaincre de faire du droit. Et à un moment, il y a une phrase qui sort. Je pense qu'elle sort du plus profond de moi-même. Et j'en avais pas conscience à ce moment-là. Et je lui dis, moi, si c'était à refaire, je ferais du droit. Et c'était dans un espoir de la convaincre, mais au final, je me parlais à moi-même. Et c'est là où c'était pour moi le déclic incroyable, où je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que tu viens de dire ? Si c'était à refaire, tu referais du droit. Mais en fait, ça faisait des années que je savais que je devais changer de métier, mais j'avais pas trouvé ma voie. Et là, d'un coup, d'un seul, la voie s'ouvre et je sais très bien ce que j'ai envie de faire. En fait, tu as fait ce que pas mal d'entre nous ont du mal à faire, c'est écouter cette voix. Mais sauf que toi, elle est sortie carrément toute seule. Oui, c'était la voix, mais aussi ça s'est formalisé à un moment où je m'y attendais le moins. Et effectivement, il faut s'écouter. Il faut oser écouter sa voix. Il faut oser des fois déconnecter le cerveau, parce qu'on est souvent dans le cerveau, surtout après des études d'ingénieur, etc. On est souvent en train de théoriser les choses, d'essayer de tout comprendre, de tout calculer. Mais des fois, ça fait tellement de bien de se déconnecter et de ressentir les choses et de laisser les choses venir à nous. Et là, ça s'éclaire d'un coup. C'est super, vraiment, c'est super. Et c'est rare, en fait, quand on entend justice et fiscalité. Et quand on a échangé ensemble, tu m'as dit que c'était l'une des choses qui t'a vraiment motivée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te retrouves entre fiscalité et justice ? Alors oui, moi, ce qui m'anime et ce qui m'a animée dans cette transition, c'est effectivement la justice. C'est une valeur très forte chez moi. Et effectivement, on le dit souvent et on le pense souvent,
on a du mal à associer l'avocat fiscaliste à la justice. En tout cas, c'est pas ce qui nous vient en premier quand on pense à la justice. Mais la fiscalité, avant tout, c'est du droit. Et qui dit droit, dit justice, dit droit à la défense. Et puis, dans la fiscalité, ce qu'il faut savoir, que nous, en tant qu'avocats fiscalistes, on défend les contribuables face à l'administration fiscale, qui a des prérogatives de puissance publique, qui a des moyens qui sont disproportionnés par rapport à ceux du contribuable. Et au quotidien, en tout cas, moi, j'ai l'impression de contribuer à une certaine justice, à la fois quand je défends les entreprises et les dirigeants, les contribuables face à l'administration fiscale, mais aussi en conseil au quotidien, parce qu'on permet à des dirigeants, à des sociétés, de sécuriser leur fiscalité, d'y voir plus clair dans un corpus de lois fiscales qui sont très complexes, très difficiles à interpréter, et dont l'administration fiscale est la personne qui interprète. Donc le fait d'être là pour aider le contribuable à interpréter le corpus, on fait un certain équilibre et on contribue à une certaine justice. Alors, j'imagine, quand tu parles de tes clients, tu en as une grande proportionnalité qui est des entreprises, mais tu as aussi des contribuables. Et comment tu arrives à te sentir proche de tes clients, en fait? Et on pourrait penser que, quelque part, tu peux les sauver. Et est-ce que tu as dû rencontrer ça? Alors, d'abord, oui, j'accompagne beaucoup les entreprises, principalement les entreprises, mais derrière toute entreprise, il y a une personne physique. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'a jamais déjeuné ou dîné avec une personne morale, ce qui est vrai. Donc, derrière les entreprises, il y a souvent les dirigeants, les entrepreneurs, c'est eux qu'on accompagne au quotidien. Alors, je me sens proche de mes clients parce qu'aussi, je suis passée par l'entreprise, par le monde de l'entreprise, parce que j'ai ce parcours d'ingénieur qui fait que finalement, je comprends leurs enjeux, je comprends leurs problématiques et je me sens proche des entrepreneurs. Et par rapport à la question de la justice et à la question de sauver des vies, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est pas l'avocat fiscaliste qui nous vient en premier quand on pense à la justice. Ça nous arrive pas, en tout cas moi, ça ne m'arrive pas au quotidien de sauver des vies comme pourrait le sauver un avocat peut-être pénaliste qui défend la veuve et l'orphelin. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé une fois, enfin même plusieurs fois, mais le dossier le plus marquant pour moi, c'était une mère célibataire avec 2 enfants qui reçoit un avis de redressement pour une dette fiscale de son ex-mari sur le fondement de sa solidarité de paiement. Et qui vient en pleurs dans mon cabinet et qui me dit « Moi, pour payer cette dette, il faut que je travaille tout le reste de ma vie juste pour payer cette dette. » Et elle n'avait plus aucune motivation de faire quoi que ce soit. Et en fait, dans ce dossier, je suis arrivée à dégreffer l'intégralité du montant. Et à ce moment-là, on a l'impression de sauver une vie, en fait, de sauver une famille, une mère et des enfants. Et ça, je me rappelle, je me suis fait la réflexion, même si c'est pas mon quotidien, si ça vous arrive une fois dans votre carrière, vous savez pourquoi vous avez fait votre transition. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça le fil conducteur qui t'anime dans ce métier? C'est ça le fil conducteur qui m'anime. Et puis après, ça c'est un exemple qui est très parlant et qui littéralement a sauvé la vie de cette femme. Mais au quotidien, on aide des gens à voir plus clair dans leur fiscalité, à s'occuper de leur business et à sécuriser leur fiscalité, ce qui, quelque part, leur permet d'avancer plus sereinement, de s'occuper de leur business et de ne pas subir la fiscalité. Et ça, oui, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. C'est super. Et c'est très courageux de ta part d'avoir changé de voie et tu as pris une part de risque très importante. J'imagine que tu as dû faire face à des difficultés et des obstacles. Est-ce que tu veux bien nous les partager ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ça n'a pas été rose tous les jours. C'était très difficile. La décision de reprendre ses études était difficile. Moi, j'ai quitté un job en salle de marché et bien payé, avec une situation stable, avec plusieurs années d'expérience pour reprendre dès le départ à zéro. Et oui, il y avait des obstacles. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé en parallèle les 3 premières années. Donc ça, c'était quand même assez compliqué.
J'ai eu un Les 3 enfant premières années de tes études, tu as travaillé en parallèle, c'est ça? en parallèle, et je me rappelais très bien aller à la bibliothèque à Beaubourg qui fermait à 22h. Donc à 18h, quand les gens finissent leur boulot, moi j'enchaîne sur mes révisions jusqu'à 22h, etc. Et oui, c'était difficile, mais j'ai adoré mes études de droit. Donc finalement, les obstacles, j'ai pu les surmonter parce que j'étais animée par cette vocation et surtout j'ai adoré mes études de droit. Pour moi, c'était pas une corvée que de faire mes études de droit. C'est super. Parce que c'est vrai que quitter une situation stable et sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose, même si elle peut nous donner envie, on est vraiment confronté à la peur. Et toi, tu as dû être confronté à ça, à ces petites voix en fait qui te disent non Inès, reste là où tu es très bien. Et je pense que ça peut être intéressant pour nos auditeurs et auditrices de comprendre tout ce mécanisme par lequel tu es passé. Oui, alors tout à fait. Alors la peur, elle nous accompagne. Hein. La peur, elle est là. J'ai appris à l'apprivoiser, j'ai appris à aller avec elle. La peur, en fait, ce que je me dis, c'est que tout ce qu'on a envie de faire, d'accomplir, est de l'autre côté de la peur. Donc à un moment, il faut dépasser cette peur pour aller là où on a envie d'aller. Et c'est important de l'apprivoiser, de savoir l'écouter, de lui dire « Ok, on a peur, mais on y va quand même ». Donc, tu as dû apprendre beaucoup de choses sur toi-même et surtout comment discuter entre cette peur et toi-même. Est-ce que tu peux nous partager ce que ce chemin et ce parcours t'a appris sur toi, sur ta vie personnelle et sur Inès, en fait? Alors, ce que j'ai beaucoup appris, c'est d'avancer. C'est d'avancer, des fois dans le brouillard, souvent dans le brouillard, mais d'avancer. Parce que ce que j'aime dire souvent, c'est que le chemin, c'est quand il n'y a pas de chemin qu'on est sur le bon chemin. Le chemin, il n'est jamais tracé. C'est pas le chemin du voisin, du cousin, du frère, de la sœur. C'est notre chemin, notre voie. Il faut la construire. On la construit. Et c'est quand il n'y a plus de chemin, quand le chemin disparaît, parce que la société nous met sur un chemin, la culture nous met sur un chemin, notre éducation nous met sur un chemin, et en fait, notre chemin à nous, c'est nous qui le construisons. Alors, quand le chemin disparaît, on est sur le chemin. Mais ça, c'est facile à dire, mais... Quand le chemin disparaît, alors on est sur le chemin. Cela veut dire qu'en fait, il faut toujours continuer d'avancer. Il ne faut jamais s'arrêter. Il faut continuer d'avancer, et ce qui veut aussi dire, c'est que souvent on avance dans le brouillard. Ce que moi j'appelle le brouillard, on avance aussi on avance et le chemin s'éclaircit. Des fois, il faut mettre un pas derrière l'autre et se dire, bon bah j'ai envie d'aller là, je ne sais pas ce qu'il y a là, je ne sais pas comment y aller, mais je commence quelque part et c'est un pas après l'autre. On va y arriver, mais il faut y aller. À un moment, il faut y aller. Donc c'est l'envie qui t'anime? Oui, c'est l'envie, la passion aussi, la passion d'apprendre de nouvelles choses, la passion de découvrir, la passion de créer sa propre destinée. Est-ce que tu as un exemple à nous partager sur justement comment tu as été animée par cette peur et comment tu l'as surmontée? Tout au long de ta vie, tu as dû avoir énormément d'obstacles avant même cette reconversion. Alors, moi, je me rappelle d'une chose, et je pense que depuis, j'y réfléchis souvent, j'y repense souvent, et je me dis, si là, c'est devenu ma philosophie dans la vie, je me rappelle, mon plus grand échec, c'est d'avoir, en gros, et ça va parler à nos auditeurs de la TUJ, donc j'ai fait une prépa tunisienne, j'ai fait l'IPEST. Enfin, j'ai pas fait l'IPEST, justement, j'étais prise à l'IPEST, et j'ai pas pu tenir plus de 2 jours pour des raisons XY. Et du coup, je suis allée à une autre prépa, la prépa l'IPEIT à Montfleury. Et pour moi, le fait de ne pas avoir tenu dans cette prépa d'excellence, la première prépa tunisienne, était pour moi vécu comme un grand échec. Donc 2 jours plus tard, je me retrouve à l'IPEIT et je me rappelle, et je pense que tout le monde le sait, quand on commence une prépa, dès le premier jour, on a des séries de maths à faire. Je me rappelle très bien, mes premières séries, je les faisais en pleurant. C'est-à-dire, mais littéralement en pleurant, avec les larmes dans les yeux. Et je ne sais pas si tu sais ce que c'est que de faire quelque chose avec les larmes dans les yeux. On a
littéralement le brouillard, on voit mal les équations. Et je continuais à faire les équations parce que pour moi, ça y est, j'ai fait mon échec, là, je n'ai plus le droit à l'erreur. Oui. Alors que c'est pas vrai, c'est faux. Mais pour moi, ça veut tout dire. Dans ma vie, à chaque fois, je me rappelle, si j'ai avancé avec le brouillard, mais littéralement au sens propre, je pourrais avancer dans un brouillard au sens figuré dans la vie. Et pour moi, c'était un moment très fort dans ma vie parce que c'était mon plus grand échec, mais aussi, quelque part, une grande leçon de vie que j'ai pu apprendre. Et à partir de là, au final, les autres échecs, je les ai... Probablement, c'est dû à l'âge, mais je les ai mieux encaissés. C'est super. Moi, j'ai entendu dans ton résumé et comment tu décris ton parcours plusieurs messages forts. Et j'en ai retenu un, c'est suivre ses rêves et le deuxième, oser. Le thème du podcast, c'est oser. Est-ce que selon toi, est-ce qu'on peut oser? Est-ce qu'il faut oser et comment? Alors, selon moi, il faut oser. On est obligé d'oser. C'est pas un luxe oser. On se donne les moyens de ses rêves. Et pour moi, il n'y a pas plus beau dans la vie que de vivre son rêve ou peut-être de voir quelqu'un d'autre qu'on aime beaucoup vivre son rêve. Oui. Mais les rêves, oui. Les rêves, c'est ce qui fait que la vie a un sens et un relief. Et donc, oser, se donner les moyens. Et ce que je veux aussi dire et le message que je veux envoyer, c'est pas tout claquer, tout laisser tomber, oser, mais aussi trouver sa voie et avancer d'une manière, se donner les moyens d'oser et aller au bout des choses. C'est important, aller au bout des choses. Si on commence quelque chose, on essaye de la finir, on essaye de voir ce qu'elle peut nous apporter, même si c'est un virage, même si c'est un détour. Au final, ça servira toujours dans le chemin qu'on prendra. Et en plus, quand on ose, la première peur qui vient à toutes et à tous, c'est l'échec. Et toi, vu que ce que tu nous as expliqué, c'est que tu l'as commencé très très jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es réconciliée avec l'échec? Alors, je ne sais pas si je suis réconciliée avec l'échec, mais en tout cas, je sais très bien que l'échec nous apprend beaucoup plus rapidement sur nous-mêmes, sur la vie, sur notre expérience. L'échec donne du relief à notre parcours, à notre expérience. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir ce regard et ce recul pour se dire, OK, là, j'ai fait un truc, c'est un grand échec. Qu'est-ce que j'ai appris ? Savoir se dire, OK, là, ça va pas, je vais ailleurs, je recommence, je fais autre chose. Mais ne pas vivre l'échec comme un drame. Le plus important, c'est de se relever. Tomber, comme je ne sais quel auteur disait, tomber 6 fois, se relever 7. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il faut toujours, derrière, trouver la force de se relever parce que forcément, on sera plus fort. C'est vrai qu'on a vécu dans une société où l'échec, il n'est pas très permis. Enfin, on est toutes les deux tunisiennes, mais je pense que même la société française, c'est dans la même philosophie. Et dès tout jeune, on a tous très peur de l'échec, que ce soit de décevoir ses proches et de se décevoir. Et ce que moi je vois à travers ton parcours, c'est que si on se réconcilie pas avec cet échec, il y a de fortes chances qu'on n'ose pas. Oui, qu'on n'ose pas aller plus loin parce qu'on a peur de l'échec, qu'on n'ose pas se relever, qu'on va pas assumer aussi ces échecs parce qu'on n'arrive pas à vraiment les vivre pleinement pour en tirer le maximum de leçons, d'expériences. Et c'est ce que je disais au tout début du podcast, c'est simplement créer sa voie. Et créer sa voie, c'est pas la voie qui est toute tracée. Et ça renvoie à ce que tu dis, c'est qu'on vient tous d'un parcours, enfin tous nos auditeurs aussi, d'un parcours d'excellence où les gens ont des moyennes extraordinaires, où ils font des études de haute école, d'ingénieurs, etc. Et ben oui, l'excellence la barre est mise très haute est une valeur très haute, mais au-delà de l'excellence, c'est l'épanouissement personnel, c'est réaliser ses rêves, c'est réaliser sa voie, c'est trouver son chemin. Et tu penses pas que, en tant que femme, on met pas cette barre encore plus haut que les hommes? Alors, en tant que femme, je pense qu'on ose moins. La vérité, c'est qu'on ose moins, c'est qu'on est beaucoup plus prudente.
on assume beaucoup moins et on a aussi par moments ce petit syndrome de l'imposteur où on se dit non mais moi je suis pas capable, on n'arrive pas et on ose moins. Ouais. Et ça c'est tout le challenge en fait. Effectivement. Et quand on a parlé ensemble, tu nous expliquais qu'il y a un temps pour tout. Il faut respecter les cycles. Et comment toi tu peux nous expliquer un peu plus cette notion? Oui, alors moi je pense qu'effectivement il y a un temps pour tout parce que je ne veux pas dire, quand je disais on avance, il faut avancer, il faut oser, etc. Il y a des temps pour avancer, il y a des moments où on est au creux de la vague, il faut accepter ces moments-là, il y a des moments de doute, il y a des moments d'incertitude, il y a des moments où on se cherche, il y a des moments où c'est la crise, et donc il faut savoir aussi courber le dos, il faut savoir... c'est comme les vagues en fait, il faut savoir récupérer la vague et ne pas se laisser emporter par une vague et donc attendre le bon moment et puis accepter aussi qu'on a des cycles. En tant que femme, on a des cycles, mais tout le monde a des cycles, les hommes aussi. La vie est faite de cycles et des fois, il y a des moments où c'est pas le bon moment, on n'est pas dans la bonne énergie. Moi, je parlais de déclic, mais avant ce déclic-là, il y a eu des années et des années où je n'aimais pas ce que je faisais, le métier que je faisais. Et je voulais changer de métier, mais je ne savais pas quoi faire. Entre-temps, j'ai appris des choses, j'ai observé à droite, à gauche, etc. Mais il faut savoir aussi s'écouter et être indulgent avec soi-même, ne pas être dans l'excellence, ne pas être dans le... C'est pas ne pas être dans l'excellence, ne pas être très exigeant. Parce que quand on est très exigeant, on avance que quand c'est parfait. Mais c'est jamais parfait. Des fois, c'est le bon moment, c'est jamais parfait. Et voilà, donc il y a des moments pour tout. Il faut accepter qu'il y a des hauts, des bas, des moments où c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de l'échec. Et accepter ces moments-là nous fait mieux les utiliser, les appréhender. Tout à fait, ouais. Voilà. Une mentor, moi, elle m'avait expliqué que nous, les femmes, on avançait que quand on savait qu'on allait être excellente. Donc, par exemple, sur les recrutements, on pouvait, si on savait faire que 50% du métier, on disait non. Alors que quand on compare ça aux hommes, peut-être qu'eux, ils ont plus de courage en ayant 40% des compétences par rapport au poste requis, mais ils y vont. Oui, ça c'est vrai par rapport aux femmes, c'est vrai. Maintenant, je peux faire le lien avec mon parcours à moi, parce que moi, je viens de l'école polytechnique. Et ce qu'on nous a appris avant tout à l'école de Tunis. Oui. Ce qu'on nous a appris avant tout à l'école polytechnique, c'est de savoir apprendre et de savoir donc de se contenter de peu, de savoir un peu sur tout, que tout sur peu. Et ça aussi, c'est une capacité, mais c'est pas que les ingénieurs polytechniques, hein, c'est tous les ingénieurs ont cette capacité d'adaptation, cette capacité d'appréhender les choses, de résoudre des problèmes et d'avancer. Ce que je disais tout à l'heure, d'avancer dans le noir, d'avancer sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément et de se dire « je vais trouver comment ça marche » en fait. Donc oui, les femmes, on a tendance à n'avancer que quand on sait tout, mais quand on est une femme et qu'on a fait un parcours d'ingénieur, peut-être que ce biais, il est controversé un peu et on a renversé un peu la tendance parce qu'on nous a appris à apprendre, on nous a appris à explorer pour arriver au résultat. Et donc, voilà. Mais c'est beau ce que ce prof vous a dit. Donc, on doit... Alors, on nous a dit, en polytechnique, on apprend un peu de tout et pas tout sur peu. Parce qu'il y a des écoles d'ingénieurs qui sont très spécialisées sur une matière. Nous, on nous a appris un peu de chaque matière, ce qui fait que finalement, on n'est pas spécialiste d'une matière, mais un peu de tout. Et moi, dans mon cas, ça m'allait très bien parce que je ne savais pas ce que je voulais. Au final, c'était même pas là. Hein. C'était même pas dans les écoles d'ingénieurs que j'allais le trouver, ce que je voulais. Mais en tout cas, ça m'a permis d'apprendre un peu de tout et de composer avec et d'avancer avec. Et au final, on le voit, mais même les gens qui ont fait une école hyper spécialisée, on le voit, on apprend beaucoup sur le tas. On apprend beaucoup dans le métier. On apprend... Alors, c'est un peu moins vrai en droit, hein, mais c'est toujours vrai. C'est vrai. C'est très beau... ce que tu nous dis, Inès, et je pense que nos auditeurs, ils seraient aussi intéressés par comprendre la persévérance que tu as dû appréhender
et surtout apprendre dans ce parcours et une certaine régularité que tu as dû faire face. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ? Oui, alors ce que je disais, ça fait un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on est hyper en forme, avec une super énergie, où on peut soulever des montagnes. Il y a un temps où c'est un peu plus mou. Il faut accepter ces temps-là. Il faut prendre les vagues. Et au même temps, il faut continuer à avancer. Dans le sens où, OK, il y a des jours où on peut soulever des montagnes et des jours où on arrive à peine à se soulever soi-même, mais on continue. C'est-à-dire que quand on est fatigué, on se repose, mais on n'abandonne pas. C'est la différence. Et en fait, c'est la force des petits pas, que je disais aussi tout à l'heure, c'est la force des petits pas. Il faut en faire tous les jours un peu, plutôt qu'en faire d'un coup et arrêter, abandonner, changer de parcours, etc. Donc, la force des petits pas, la force de la consistance, la force de continuer, malgré tout. Continuer et apprendre tous les jours et avancer tous les jours. Et ça, c'est important parce que combien même on peut être certain de ne pas être sur la bonne voie, on apprend tous les jours et ça va nous servir. Donc, il faut se dire que même si ce n'est pas le moment de changer, on apprend là où on est parce que même le jour où je vais savoir ce que je vais faire, ce que je vais changer, etc., ça va me permettre de commencer avec un certain bagage. Et quel que soit ce qu'on fait, oui, on apprend. Sûr. Et en plus, tu t'adaptes, tu changes. Et le plus important, c'est comme tu dis, tu apprends. Mais nous, on a envie d'apprendre plus sur toi, Inès. Je pense que nos auditrices et auditeurs sont curieux également. Et ce que je sais de ton parcours, c'est que tu es venue de Tunisie, tu es arrivée en France. Aujourd'hui, tu es avocate, comme on l'a dit. Mais surtout, tu es maman d'un petit garçon. Donc j'imagine que tu as, en plus de travailler, d'étudier en parallèle avec cette reconversion, tu as dû t'occuper de ton petit-fils, donc c'est de ton fils plutôt, pardon. Tu as dû t'occuper de ton fils et ça ne devait pas être évident pour toi. Est-ce que tu veux nous partager cette vie ou double vie que tu as eue en tant que maman, étudiante, et triple même, ingénieure, maman et étudiante? Oui, alors effectivement, moi j'ai eu le bonheur d'avoir un enfant au moment où j'étais à l'école du barreau. Donc j'ai fait toutes mes études de droit, j'ai eu le barreau et c'est à l'école d'avocat que j'étais enceinte. Donc j'ai eu la chance de faire un stage d'alternance, c'est-à-dire être à l'école du barreau, d'avocat le matin, en cabinet l'après-midi et puis toute la journée enceinte d'un enfant. Oui, c'était un moment assez fort, assez intense, effectivement. Ensuite, j'ai enchaîné sur un stage final. J'ai accouché entre-temps et j'ai décalé mon stage final, mais j'ai commencé mon stage final avec un enfant de 2 mois que qui a dû aller à la crèche très tôt. Et effectivement, on a un certain décalage avec les gens avec qui on est, parce que stagiaire à finale avec un enfant, c'est quand même assez compliqué au début. Et puis après, effectivement, j'ai commencé ma carrière d'avocate en ayant un enfant en bas âge. Ça nous apprend à nous organiser, ça nous apprend à la rigueur, ça nous apprend à ne pas perdre beaucoup notre temps, ça nous apprend à être hyper organisé, à tout penser en avance, mais ça nous apprend quelque chose, donc c'est chouette. Tu as des anecdotes à nous partager sur ça ? Alors, les anecdotes. Alors, moi, comme je viens de le dire, j'ai fait mon stage final en cabinet. Et des années avant, même d'être enceinte, moi j'ai une de mes sœurs qui est médecin. J'ai assisté à sa thèse de médecine où elle nous expliquait l'importance de l'allaitement. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais cette idée de l'importance de l'allaitement. Donc moi, j'ai continué à allaiter alors que j'étais en stage. Donc je me rappelle de moments où j'étais dans la salle. Il y avait une salle de douche, mais que personne n'utilisait pour les sportifs, mais il n'y en avait pas, tout le monde bossait. Et entre midi et 2, je m'enfermais dans cette salle de douche pour tirer mon lait, pour pouvoir continuer l'allaitement maternel jusqu'à 4 mois. Et je me rappelle l'avoir fait pendant 2 mois, pour faire arriver
à ces deadlines de 4 mois qui m'est resté comme de la soutenance de thèse de ma sœur, et c'est incroyable. Ah oui, c'est extrêmement fabuleux. Et nos auditeurs et auditrices qui hésitent de changer de voie et qui ont peur, quels conseils pourrais-tu leur donner? Alors, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui a peur, c'est de savoir pourquoi il a peur. Parce que si on a peur... la peur, il y a 2 peurs. Il y a la peur parce qu'il y a un lion qui s'est sauvé en cage, et là, c'est la peur qu'il faut quitter tout de suite, il faut courir. Là, c'est la peur. Il y a la peur normale. Voilà, il y a la peur parce qu'il y a un vrai danger. Après, il y a d'autres peurs qui nous parlent parce qu'elles veulent nous dire quelque chose sur nous, elles veulent nous dire quelque chose qu'on n'est pas en train d'entendre. Et donc, des fois, il faut déconnecter un peu aussi le cerveau. Quand on a peur, il faut s'écouter et se dire de quoi j'ai peur. De quoi j'ai peur. C'est quoi le pire? Me planter? Bon, qu'est-ce qui va se passer? Un échec. Peut-être que ça sera la meilleure leçon de ta vie. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la fin? Est-ce que tu vas te retrouver à la rue? Réfléchis un peu. Tu as beaucoup d'autres axes de levier à actionner avant de te retrouver sous les ponts. C'est-à-dire que finalement, la peur nous dit quelque chose. Il faut l'écouter, il faut arriver à savoir pourquoi on a peur. Et qu'est-ce qui va se passer? Et se dire, ok, j'ai ma peur, je la prends avec moi, mais je vais y aller. Et on va voir ce qui va se passer. Et si, après, il ne faut pas foncer dans l'autoroute, je ne sais pas, à vélo, sans casque. Oui, mais à un moment, les risques sont maîtrisés. Je pense que nos auditeurs sont des gens qui calculent tout et maîtrisent tous les risques. Donc, quelqu'un qui a peur, il faut voir juste pourquoi il a peur. Je ne dis à personne de sauter sans parachute, mais à un moment ou un autre, si on s'est préparé pour sauter, qu'on a le parachute, qu'on a l'école, on a le moniteur, on a tout, à un moment, il faut y aller. Il faut y aller. Justement, en parlant de peur, dans le cadre d'un changement de parcours, on peut aussi être confronté à la peur de « que dira-t-on ? Qu'est-ce que va penser mon entourage ?» J'aimerais savoir ce que ton entourage a joué comme rôle dans cette reconversion. Est-ce qu'il a été un soutien pour toi? Est-ce qu'ils t'ont accompagné et t'ont soutenu? Alors oui, effectivement, moi j'avais justement, merci pour cette question, j'avais très peur de ce que vont penser mon entourage, surtout mes parents. Et j'étais très surprise de la réaction de mes parents, notamment de mon père, qui était là pour me soutenir. Et finalement, il m'a beaucoup soutenue dans cette reconversion, ne serait-ce qu'en me laissant vivre ma vie. Et c'est ça le plus grand soutien aussi. Ma mère aussi, elle a été d'un très grand soutien jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et je les remercie d'ailleurs de m'avoir laissé vivre cette aventure sans me faire porter ni de culpabilité, ni d'angoisse supplémentaire de ce que j'avais déjà moi-même. Et sinon, moi, pour la petite anecdote, parce qu'on en parle, mais ça n'a rien à voir avec la question, quand j'ai changé de métier, c'était très drôle. J'ai dit à ma mère, en fait, enfin, tu vas pouvoir dire ce que fait ta fille. Parce que quand on est ingénieur, les parents ne savent pas ce qu'on fait. Oui, on est dans la banque, on est dans la finance, ils ne savent pas exactement exprimer. Maintenant, c'est simple. Je suis avocate, c'est beaucoup plus simple à exprimer, en fait. Tu aides des gens et tu sauves des vies, quelque part. Exactement. C'est simple à dire. Merci beaucoup, Inès, en tout cas, pour ce témoignage vibrant et sincère. J'ai été très ravie de te recevoir. J'espère que nos auditrices et auditeurs ont pu être inspirés et ils vont oser prendre leur voix. Moi, ce que je retiens du discours de Inès, c'est prendre la peur, la mettre sous son bras, l'accompagner et aussi écouter cette petite voix qui nous anime et qui nous dit suivre nos rêves et aller de l'avant. Exactement. Merci beaucoup, Inès. Merci. J'étais ravie de te recevoir. Et j'espère te recevoir pour un prochain épisode. Merci Imen et merci à l'Astuce au féminin pour cet épisode. Est-ce que tu souhaites dire un dernier petit mot pour nos éditrices et éditeurs? Pour résumer, si j'ai
Un seul conseil à donner, c'est n'attendez pas le moment parfait. Le bon moment, c'est ton moment. C'est quand toi, tu es prêt à y aller. Et prends ton courage à deux mains et tu sais au fond de toi que quand c'est le bon moment. Il n'y a pas de moment parfait. Merci Inès. Merci.